Bonjour et bienvenue à ce nouveau club de l'économie du monde. C'est le deuxième à se dérouler sous forme de visioconférence. Alors après Patrick Artus qui nous parlait de la dette en avril, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le patron du plus célèbre service public de France. Bonjour Philippe Val. Bonjour Philippe Escande. Pour vous interroger, je serai ce matin avec ma consoeur Véronique Chaucron, qui suit notamment les banques et la poste au monde. Bonjour Véronique. Bonjour. Nous avons évidemment tous deux beaucoup de questions à vous poser, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. L'important, c'est de leur donner aussi la parole. Donc, on va consacrer une large part de cette discussion à un échange ouvert avec vous tous qui nous écoutez. Donc, n'hésitez pas à intervenir sur la messagerie et Véronique et moi-même relayerons vos réflexions et interrogations. Alors, Philippe Val, on dit parfois que vous êtes un taiseux, plutôt froid et obstiné. Je vous trouve pourtant extrêmement volubile en ce moment. On vous voit partout, dans les gazettes, dans les bureaux de poste, pour expliquer votre position. Il faut dire que la pandémie et son confinement imposé vous ont placé dans une position délicate entre le marteau d'employés exigeants et vindicatifs et l'enclume des maires ruraux et des sénateurs qui ont hurlé quand vous avez fermé les trois quarts de vos bureaux, notamment en zone rurale, sans parler de l'Élysée qui sont intervenus pour vous remonter les bretelles. Alors un travail d'explication à la fois en interne et en externe s'impose donc, et vous faites le tour de France, des bureaux de poste et des journaux régionaux et nationaux pour défendre votre maison. Mais les postures délicates et les dialogues musclés ne vous font pas peur. De Paribas à la Poste en passant par la Caisse d'épargne, Havas ou la Royal Bank of Scotland en pleine crise financière, vous êtes aguerris face à l'adversité. C'est finalement de cela dont nous allons parler ce matin, des guerres innombrables à mener pour transformer un établissement dont l'activité principale, le courrier, se meurt et qui cherche son salut dans le e-commerce, les services ou la finance. Mais avant, revenons au temps extraordinaire que nous vivons en ce moment. Alors, Philippe Val, quelles leçons retiendriez-vous de cette crise sanitaire et des réactions enflammées qu'ont suscité l'attitude de la Poste ? Alors, les deux leçons essentielles pour la société me paraissent être d'abord la redécouverte de l'importance des services publics pour les Françaises et les Français et pour toute la société. Et de ce point de vue, cette discussion entre nous tombe tout à fait à propos. Face à la crise sanitaire, face au confinement, eh bien, c'est l'alimentation, la nourriture et les biens publics essentiels qui ont été au cœur de la crise et des besoins des Français. Il y avait bien sûr aussi un formidable besoin de poste, aussi bien dans les critiques les plus vives que dans les félicitations les plus positives. La deuxième grande leçon que je retiens, c'est l'importance pour toute la société, pour vous les leaders d'opinion, des femmes et des hommes qui font le travail de base sur le terrain. L'importance donc du facteur humain. Et finalement, les deux grandes leçons, pour les résumer, c'est au cœur de la crise, le caractère essentiel comme pilier de la société du service public, des services publics, santé, ramassage des ordures, poste, et l'attention aux femmes et aux hommes qui font ce travail, qui ont la première utilité sociale. Et je n'oublie jamais que pendant toute cette crise, et malgré les critiques, il y a eu en permanence 100 000 postières et postiers au contact de la population, parcourant le territoire, recevant les gens, allant les voir. C'est ces deux leçons principales qui se dégagent pour moi. Alors justement, vous parlez du personnel, de vos employés. La Poste a été, évidemment, je le disais, critiquée pour son attitude au début de la crise sanitaire, avec des tournées qui ont été réduites à 3 par semaine, des fermetures de bureaux de poste. Alors, vous avez dit il fallait préserver l'équipage pendant la tempête.
Alors, pourquoi? Parce que l'équipage est fragile ou parce qu'il est particulièrement vindicatif? Non, il faut préserver l'équipage parce qu'il est engagé, parce qu'il croit au service public et parce qu'il n'y a pas de service public sans l'équipage. Et vous avez vous-même choisi le titre de cette discussion entre nous, Dans la tempête. Eh bien, puisque vous avez choisi la métaphore maritime, je vais y rester. Qu'est-ce qu'on fait dans une tempête? Que fait le capitaine dans une tempête? La première chose qu'il fait, il préserve son équipage, parce que si le bateau doit traverser la tempête, il doit garder les siens et son équipage en bonne santé. Ça a été notre priorité et c'était nécessaire. Et puis le capitaine, il fait une chose que les marins appellent, il rentre des voiles, il passe des ris, il diminue la surface de prise au vent pour éviter la catastrophe. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous n'avons jamais arrêté le service public, mais nous avons réduit notre offre de service public. Je l'assume, on ne traverse pas une tempête avec les mêmes voiles que par beau temps. Et évidemment qu'il fallait préserver l'équipage. Je rappelle simplement, Philippe Escande, vous l'avez dit, que les 3 jours par semaine, ça a duré 3 semaines sur les 11 semaines de crise. 3 semaines. Et pourquoi? Parce que nous étions au pic de l'épidémie et que c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce que les médecins du travail nous demandaient, c'est ce que notre discussion avec les syndicats a permis. Je rappelle surtout aussi, pour que vous voyez bien la complexité de ce que nous avons eu à gérer, il se trouve que dans un jugement Fédération Sud contre la Poste du 9 avril, il y a un juge, le tribunal de grande instance de Paris, qui a débouté ce syndicat et qui a dit la Poste a pris les mesures substantielles, concrètes et variées pour défendre ses salariés. Le juge nous a donc laissé continuer à fonctionner. Il a pris acte de ce que nous avions protégé l'équipage, comme vous dites, et il a pris acte de la continuité du service public. On ne peut pas demander au service public de rester immobile dans un pays chahuté. Le service public, lui aussi, il est chahuté. En fait, c'était un petit peu éviter le syndrome Amazon avec des syndicats qui portent l'affaire en justice et finalement un service qui est fermé au bout du compte, avec une image dégradée. Nous n'avons jamais agi par rapport aux autres. Nous nous sommes référés aux grandes règles du service public, l'accessibilité, la continuité et pour le réussir, l'adaptation. Et l'épreuve de la réussite, malgré toutes les critiques, je veux en retenir 3. La première chose, c'est que 15 jours après le début du confinement qui a sidéré tout le pays, ça a changé le fonctionnement de toutes les entreprises, nous sommes parvenus, avec les maires, avec les forces de l'ordre, avec une entraide postale, à distribuer les prestations sociales à 1,5 million de personnes. C'est-à-dire, début avril, les prestations sociales habituelles ont pu être distribuées sur tout le territoire grâce à la Poste, dans des conditions très difficiles et sans problème. Ça, c'est la preuve. Si la Poste avait été fermée, jamais nous y serons parvenus. Jamais, c'est la preuve. La deuxième chose, c'est qu'au cœur des critiques, j'ai entendu dire, mais des autres logisticiens vont prendre le marché de la Poste. Elle va être d'une certaine façon sanctionnée. Elle n'est plus là. Eh bien, nous gagnons des parts de marché sur le colis. Pourquoi? Mais parce que d'autres ont fermé. Nous n'avons jamais fermé. Nous avons ralenti au cœur de la crise parce qu'il fallait le faire. Enfin, vous avez parlé, Philippe Escande, d'employés vindicatifs. Ce n'est pas comme ça du tout que je l'ai vécu. Les droits de retrait ont été complètement marginaux, malgré un chiffre sorti de 10 000, qui est un mensonge. Au maximum de la crise, je peux vous le donner, le 17 mars, le lendemain de l'annonce du président de la République, dans un pays sidéré et confiné, il y a eu au maximum pendant un jour 2305 postiers sur 220 000 en France qui ont exercé leur droit de retrait.
Et 2 semaines après, on en était à 400 personnes et à 300 personnes ensuite. C'est un phénomène marginal, même pas minoritaire, totalement marginal. Par contre, cette information selon laquelle il y aurait eu 10 000 droits de retrait a fait beaucoup de mal à l'image de la Poste et à l'image des postières et des postiers. Alors, vous avez dit récemment qu'il vous avait fallu tenir 454 CHSCT, enfin, du comité hygiène et sécurité, à la Poste pour repasser de 3 à 4 jours la livraison du courrier. C'est toujours aussi lourd de bouger la Poste? Ce n'est pas lourd de bouger la Poste et ce chiffre de 454, vous le trouvez impressionnant, moi aussi. Eh bien, non seulement nous avons réuni 454 CHSCT, mais nous l'avons fait 3 fois. Une première fois pour passer du service habituel de 6 jours à 3 jours, une deuxième fois pour passer de 3 jours à 4 jours, et une troisième fois pour passer de 4 jours à 6 jours depuis le 11 mai. Donc, évidemment, ça peut paraître lourd, mais nous sommes une très grande entreprise. Il y a 220 000 salariés en France qui travaillent pour la Poste. C'est la première entreprise en France par le nombre de ses salariés. Eh bien, nous l'avons fait et nous l'avons fait dans des bonnes conditions. En fait, et ça montre bien la complexité, nous avons 3 fois changé toute notre organisation de distribution du courrier et du colis pendant la crise. C'est une belle preuve de réactivité pour un très grand groupe. Alors, le courrier, je voudrais qu'on rentre un petit peu maintenant dans le cœur du sujet, celui sur le long terme. Le courrier, la distribution du courrier a baissé de près de moitié en une dizaine d'années, et pendant la crise, il a encore baissé de moitié, ce qui est considérable. Est-ce que vous pensez que la crise va accélérer le déclin du courrier? Oui, je le pense. Vous présentez de façon très claire les choses. Au bout de 2 semaines de crise, nous avions perdu la moitié des volumes du courrier. Pourquoi? Le pays décide le confinement. Les entreprises s'arrêtent, le courrier diminue de moitié. C'est ça que nous avons vécu. Mais ça va revenir, ça. En 2 semaines, ça revient très lentement. Nous en sommes sur la semaine dernière à moins 35% par rapport à l'année dernière. Et évidemment, la Poste souhaite le déconfinement progressif, mais rapide de l'économie pour que les entreprises ouvrent, qu'elles puissent réenvoyer du courrier, que nous puissions continuer à faire communiquer et échanger les gens. Donc, un choc absolument majeur. J'aime bien votre façon de présenter les choses. On a perdu la moitié en 10 ans et on a perdu la moitié en 2 semaines. Je pense qu'il y aura un effet cliquet et que nous ne retrouverons pas le rythme de baisse précédent. La baisse du courrier va s'accélérer et bien sûr, ça va représenter au cours de cette année 2020 un choc économique supérieur à 1 milliard. Entre 1 milliard et 1,5 milliard de résultats d'exploitation pour cette branche courrier-colis. Oui, c'est considérable. Alors, à ce rythme-là, les facteurs n'auront plus vraiment beaucoup de travail vers 2030 et peut-être même bien avant. Alors, est-ce qu'ils vont tous faire du service à la personne? Quel avenir vous dessinez et vous leur présentez? Alors, l'enjeu du plan stratégique de la Poste 2020, il se termine cette année. Conquérir l'avenir, c'est de partir du diagnostic que vous venez de faire. Les volumes du courrier sont en chute très importante. Or, les factrices et les facteurs ont un rôle fondamental dans la société française, dans le service public et plus globalement dans la proximité humaine avec des millions de personnes. Nous avons donc décidé de faire 2 choses pour les factrices et les facteurs. Plus de colis, et ça joue son rôle aujourd'hui, je pense qu'on y reviendra, et des nouveaux services de proximité humaine que nous avons lancés en 2014
et que nous espérons développer au fur et à mesure. Très souvent, j'entends dire que c'est marginal. L'ensemble de ces nouveaux services représente cette année pas loin de 500 millions d'euros. Ce n'est plus marginal, même s'il va nous falloir du temps, bien sûr. Cette crise le montre, Philippe Escande. Les factrices et les facteurs, d'abord, se sont incroyablement mobilisés. Ils ont été froissés, meurtris par les critiques, mais ils sont sur le terrain, ils servent les gens et ils sont conscients que les services de proximité qui vont se développer dans la France d'après Covid sont un enjeu pour eux et pour toute la population. C'est toujours comme ça, quand on change un modèle stratégique, ça prend du temps. Et nous avons toujours dit que ça prendrait du temps. Nous sommes donc au travail sur ce que sera la Poste en 2030. Eh bien, la Poste en 2030, ce sera une poste où les facteurs feront beaucoup moins de lettres, beaucoup plus de colis et beaucoup plus de services de proximité. C'est un besoin de la société. Alors, vous disiez à l'instant que vous anticipiez une perte d'exploitation de 1 milliard à 1,5 milliard cette année. Sur le plan de l'emploi, comment ça va se traduire? Je crois que vous avez dit qu'il n'y aurait pas de plan de licenciement pour les personnels non fonctionnaires, mais moins de recrutement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et où allez-vous réduire la voilure face aux difficultés du moment? Alors, d'abord, ce chiffre entre 1 milliard et 1,5 milliard, il vaut pour notre branche service courrier colis. Il ne vaut pas pour l'ensemble du groupe. Pour l'ensemble du groupe, nous ne savons pas encore. Ça va dépendre de la vitesse de la reprise du courrier. Ça va dépendre de la force du rebond sur le colis, parce que le colis marche extrêmement bien, mais ne compense pas le courrier. Ça va dépendre également de Géopost à l'international, de la Banque Postale et de CNP Assurance. Donc, globalement, nous ne savons pas encore, mais il y a bien sûr un risque de perte pour la Poste. Alors, le modèle social de la Poste fait que ça ne passera pas par un plan de départ contraint. Ça ne passera pas par ça, mais nous allons réduire les recrutements qui étaient prévus, bien sûr. Nous allons faire plus d'efforts d'efficacité dans notre organisation. Et par contre, je veux le souligner devant vous, parce qu'il va y avoir à la rentrée un enjeu majeur autour de la jeunesse qui va venir sur le marché du travail. Nous allons maintenir un niveau très élevé, parmi les premiers de France, de recours à l'alternance. Les apprentis, les alternants trouveront à la Poste de quoi s'employer. On va essayer de rester dans le même rythme qu'au cours des années précédentes. Nous avons cette responsabilité et je veux mettre le doigt sur la difficulté qu'auront les jeunes de ce pays à trouver un emploi et de l'alternance à la rentrée. La Poste sera en première ligne une fois de plus pour les accueillir. Mais ça concerne l'alternance. Est-ce que vous embaucherez quand même? On embauchera, mais beaucoup moins que ce qui était prévu, bien sûr. Qu'est-ce qui était prévu? Alors, ce qui était prévu, par exemple, c'est de recruter plus de 3500 facteurs. Eh bien, nous ne le ferons pas parce que la situation économique ne nous le permettra pas. Et nous discuterons de tout ça avec les organisations syndicales à l'intérieur du groupe. D'accord. Alors, je crois que Véronique avait une question à vous poser, puisqu'on parlait du colis et de son émergence. Véronique? Oui, bonjour. Bonjour. Le e-commerce a très bien marché pendant cette crise sanitaire. L'activité colis également pour vous. Est-ce que vous pensez que cette crise a été un point de bascule vers les ventes en ligne, le online? Alors, plusieurs choses. D'abord, au début de la crise, Véronique Chaucron, les volumes du colis se sont également effondrés. Moins 25% la première semaine, moins 35% la deuxième semaine. Donc, la crise a commencé par un ralentissement très fort
de la livraison et de la production d'abord et de la livraison de colis. Ralentissement très fort également pour le colis. Puis au bout de 3 semaines, les choses se sont redressées et depuis 4 semaines, la progression est extrêmement forte. Depuis 4 semaines, nous sommes à 25% de plus que l'année dernière, globalement. Et donc, dans cette conjoncture-là, la Poste a répondu présent. Certains logisticiens ou relayistes se sont arrêtés. Nous avons continué à livrer les sites de e-commerce et le petit commerce. Et nous avons, comme je l'ai déjà dit à Philippe Escande, gagné des parts de marché. C'est bien la preuve que nous avons continué notre service pendant cette période. Alors, très clairement, il y a une accélération du e-commerce. C'est vrai en France et je crois que ça peut également intéresser vos lecteurs, c'est vrai partout en Europe. Par exemple, la progression des volumes de notre filiale DPD au Royaume-Uni a été de 45%. La progression en Italie après un choc très important pendant 6 semaines est aujourd'hui de 35%. Donc, c'est comme si toutes les Européennes et tous les Européens se convertissaient en masse au e-commerce. Ça, je crois que c'est quelque chose de très fort et de pérenne. Ça va bien sûr se traduire par une demande qui nous est adressée en très forte croissance. Je pense que ça peut permettre de renforcer le leadership de La Poste et de sa filiale internationale Géopost en Europe. Je le pense, je le souhaite, nous y travaillons. Il y a une autre chose très importante à laquelle nous essayons de contribuer, qui est que dans cette crise sanitaire, et parce qu'ils ont été obligés de fermer, les petits commerçants et les petits artisans ont vraiment compris que le e-commerce, c'était aussi pour eux, qu'ils pouvaient se servir des plateformes pour envoyer leur propre production. Vous l'avez vu avec les restaurateurs qui n'ont pas pu ouvrir leur restaurant, mais dont de très nombreux d'entre eux ont demandé qu'on livre ou qu'on vienne chercher des repas. Tout le secteur des professionnels, petits commerçants, petits artisans, se convertissent à grande vitesse au e-commerce et nous cherchons à les aider. Nous avons même un produit spécial que je ne veux pas citer pour le faire. Voilà. Donc, il y a, oui, bien sûr, un mouvement net vers le e-commerce et ça va accélérer la digitalisation des échanges. Vous avez raison. Alors, vous êtes en train de préparer votre nouveau plan stratégique à horizon 2030, compte tenu de la crise qu'on vient de traverser. Est-ce que vous allez maintenir vos objectifs de distribution du courrier à J+1, 6 jours sur 7? Est-ce que vous allez maintenir tous vos bureaux de poste de plein exercice ou continuer d'en transformer certains en points de contact dans les mairies ou dans les commerces? En fait, il y a plusieurs questions, Véronique Chocron, dans votre question. La première chose, c'est que notre plan stratégique que nous devions lancer en consultation le 16 mars au matin, il est bouleversé par le Covid. Dans ce plan stratégique, nous posions 2 questions aux postières et aux postiers et aux parties prenantes, les maires, les élus, nos 2 actionnaires, les clients, bien sûr. Où en est la Poste en 2020? Qu'est-ce qu'elle doit devenir en 2030? Et le choix de 2030 est un choix délibéré pour essayer de penser le temps long et pas faire une simple projection économique et financière. Nous allons rajouter une 3e question. Quelles sont les leçons que vous, postières et postiers, que vous, partenaires et parties prenantes, tirez de cette crise? Alors, je ne peux pas encore répondre à vos questions parce que ça va être le travail collectif entre le mois de juin 2020 et le mois de février 2021. Très clairement, nous sommes obligés de réfléchir aux nouvelles conditions de distribution du courrier. Vous l'avez dit, il faut le faire. Deuxièmement, l'accélération dont nous venons de parler des volumes de colis, le renforcement de notre leadership en France comme en Europe
vont être un axe central. Le 6 jours sur 7 reste quelque chose de clé parce que il est le socle de la proximité humaine. Même si nous ne distribuons plus la totalité des choses 6 jours sur 7, il sera essentiel que les factrices et les facteurs continuent à pouvoir passer 6 jours sur 7 pour développer tous les services de proximité. La visite aux personnes âgées, que nous n'avons jamais interrompue, 6 jours sur 7 depuis le début de la crise. La livraison de repas, qui a été en très forte progression, 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7. Nous gardons le 6 jours sur 7 comme un élément clé de la proximité humaine, car la chance de la Poste, c'est sa capacité à faire passer les factrices et les facteurs partout sur le territoire, 6 jours sur 7. Enfin, pour les bureaux de poste, je note que, après un démarrage difficile sur les agences postales communales, nous avons fait avec l'Association des maires de France un travail fantastique. Et pour vous donner des chiffres, nous étions hier soir à 15 500 points de contact ouverts sur les 17 000, 7 000 bureaux de poste sur les 7 700 et plus de 6 000 agences postales communales. Donc, nous avons, après 2 semaines difficiles, pris nous-mêmes la tâche de l'Association des maires de France. On a ouvert des agences postales communales avec les maires et on a réussi 2 distributions de prestations sociales avec les maires et avec nos partenaires. Et donc, voilà ce que nous allons nous efforcer de garder au cœur du plan stratégique. Après, il y a tout le travail collectif. Et ça, je ne peux pas le conclure pour l'instant. Alors, au début de cette année, vous avez conclu une opération financière de très grande ampleur avec l'acquisition de CNP, Caisse nationale de prévoyance, l'écureuil, et vous êtes devenu à l'occasion le 3e assureur de France. Mais en contrepartie, vous n'êtes plus une filiale de l'État à 100%, mais une filiale en majorité de la Caisse des dépôts. Est-ce que ça change quelque chose pour la Poste ? Oui, bien sûr, ça change quelque chose pour la Poste. Mais reprenons les choses. Avant, nous étions une filiale de l'État à 75% et de la Caisse des dépôts à 25%. Maintenant, nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts à 66% et une filiale de l'État à 34%. Ce n'est pas non plus une révolution. Et la totalité du capital de la Poste reste dans des mains publiques. Alors, ça change quand même des choses et c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui a lancé ce projet le 31 août 2018, qu'il l'a souhaité. Il a souhaité construire autour de la Caisse des dépôts et consignations, dirigée par Éric Lombard, un grand pôle financier public avec la Poste, avec la Banque postale, avec BPI. Je pense que pour notre pays, et la gestion dans la crise le montre, ce pôle financier public est bien le pôle de stabilité et de force qu'a voulu le ministre de l'économie et des finances. Alors, ce que ça change, c'est que nous voyons toujours nos 2 actionnaires, la Caisse des dépôts et l'État, et que c'est plus la Caisse des dépôts qui a la main dans nos discussions. Mais ça montre aussi qu'il y a la possibilité, grâce à des chantiers de coopération que nous avons lancés avec la Caisse des dépôts, d'apporter des réponses dans les territoires. Voilà ce que ça change concrètement, c'est sans doute une présence plus forte dans les territoires, grâce à la Caisse des dépôts, grâce à la Banque des territoires. Après, lorsque nous avons des projets d'acquisition, des grands projets stratégiques comme ceux évoqués par Véronique Chaucron, nous discutons de toute façon avec nos 2 actionnaires. Enfin, ce que nous a apporté aussi cette opération, c'est des moyens financiers renforcés. Et je veux en remercier la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est quelque chose, cette grande opération, qui est historique et qui renforce les moyens de la Poste et de la Caisse des dépôts au service des territoires.
Et le fait de rentrer dans un nouveau métier qui est celui de l'assurance, est-ce que ça va changer quelque chose dans votre profil? Est-ce que vous ne seriez pas tenté d'être un peu moins justement service public et un peu plus une banque assurance comme toutes les autres? Alors, nous sommes d'abord une banque citoyenne et nous allons devenir une banque assurance citoyenne. Enfin, nous ne découvrons pas vraiment la CNP. Nous étions un actionnaire très important de la CNP depuis longtemps. Et dans cette opération, la Banque Postale CNP Assurance, il y a également deux choses très importantes. D'abord, nous avons gardé notre partenariat avec l'écureuil, avec BPCE, et c'est le choix de Laurent Mignon de rester à nos côtés. Et puis, nous avons considérablement renforcé CNP Assurance en lui apportant pour la première fois de son histoire une base de clientèle à elle. C'est la base de clientèle de la Banque Postale. D'ailleurs, vous savez, CNP Assurance a, à l'unanimité, par son conseil d'administration, approuvé cette opération. Et cette opération a d'ailleurs été approuvée par les marchés financiers, car il n'y a pas eu de recours contre cette opération, ce qui est rare dans un pays de plaideurs et de rebelles. Personne n'a contesté cette opération, ça aurait été possible. Donc, nous avons non pas une découverte de l'assurance, par contre, nous avons un modèle de banque postale dirigé par Rémi Weber qui se rapproche du modèle très solide de banque assureur. C'est une bonne nouvelle pour la Banque Postale. C'est une bonne nouvelle aussi pour CNP Assurance. Son conseil d'administration l'a dit à l'unanimité. Et c'est une bonne nouvelle pour la Poste et son nouveau premier actionnaire, la Caisse des dépôts et consignations. Alors maintenant, cette opération. Voilà, alors nous allons maintenant passer aux questions de tous nos auditeurs aujourd'hui. Alors Véronique, quelle est la tonalité un petit peu? Je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, plusieurs questions reviennent sur la période la plus dure de la crise sanitaire du confinement, quand les services postaux ont été ralentis. Donc, par exemple, un internaute vous demande comment est-il possible qu'avec si peu de retraite personnelle, autant de bureaux de poste soient restés fermés sans le moindre avertissement? C'est une excellente question. Excellente question qui comporte deux dimensions et je vais y répondre. D'abord, vous avez raison, cher internaute, il y a eu très peu de postiers, très peu de postiers, qui ont fait usage de leur droit de retraite. Ce qui veut dire que les postiers ont eu confiance dans les mesures de protection que nous avons prises. Simplement, il y a une montée très forte de l'absentéisme en dehors du droit de retrait, resté marginal, et lié à deux choses. La première chose, c'est la garde des enfants. Les postières et les postiers ont gardé leurs enfants et ça a notamment beaucoup affecté le réseau des bureaux de poste, dont les employés sont majoritairement féminins. Ne voyez aucun sexisme dans ce que je dis. C'est simplement que dans la société d'aujourd'hui, je le regrette comme vous sans doute, la charge mentale et la charge sociale des enfants revient plus souvent aux femmes qu'aux hommes. Eh bien, on a eu un absentéisme très fort, très fort. Par exemple, plus de 30% au début de la crise, puisque vous m'interrogez là-dessus. Donc, pas de droit de retrait quasiment, mais 35% du personnel qui reste pour garder ses enfants. Deuxième chose, et j'en suis fier, nous avons décidé de préserver nos employés les plus fragiles. Nous avons une population âgée et nous leur avons dit, notamment chez les factrices et les facteurs, si vous avez des problèmes respiratoires, si vous avez des sujets de diabète, nous vous demandons de rester chez vous. Parce que vous courriez un risque très important et vous risquez de contaminer les clients. On oublie toujours ce point-là. Nous avons non seulement protégé les postières et les postiers, mais nous avons protégé les clients. N'oubliez jamais, et c'est la seule profession qui le fait, que les facteurs et les factrices vont chez les gens. Tous les jours, le savez-vous,
1,2 million de personnes signent pour un colis, pour une lettre, pour un pli. Eh bien, nous avons supprimé le stylo et nous avons évidemment complètement changé la distribution. Donc, votre question est excellente, mais il y a eu une baisse de la force de travail disponible à cause de l'absentéisme lié aux gardes d'enfants et par des mesures de précaution sanitaire pour notre personnel. Dès lors, si vous avez beaucoup moins de monde au travail, vous devez adapter l'ouverture des bureaux de poste pour prendre cet exemple. Vous devez l'adapter. Vous avez beaucoup moins de monde. Et se pose alors la question clé. Qu'est-ce qui est prioritaire? Vous avez beaucoup moins de monde et vous devez et vous voulez maintenir le service public. Nous l'avons fait. J'ai déjà répondu à cette question qui montre bien que nous avons mis en priorité les prestations sociales et nous avons réussi cette priorité. Mais votre question le montre bien. C'est à partir du confinement que tout se produit. La chute des volumes du courrier, la baisse des volumes du colis et la baisse de la force de travail disponible. Depuis, au fur et à mesure du passage de la crise, avec depuis le 11 mai le déconfinement progressif, nous avons considérablement rétabli les ouvertures de bureaux de poste. Vous le voyez autour de vous. Et je reviens sur ce chiffre, 15 500 sur 17 000 points de contact, 7 000 bureaux de poste ouverts. Voilà comment est l'explication et votre question est vraiment excellente. Elle est excellente d'ailleurs. Nous-mêmes, lorsque nous avons vu cette vague de confinement, puis cette vague d'absentéisme liée à la garde d'enfants, nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public. Et ça a marché, même dans des conditions plus difficiles qu'avant. Et puisque vous êtes internaute et client de La Poste, je vous présente mes excuses, notamment pour la dégradation de la qualité. On ne pouvait pas faire comme avant. Alors, encore deux petites questions sur cette thématique. Dominique vous demande comment peut-on faire passer les salariés de La Poste avant ses clients? Et Joël, en quoi La Poste a-t-elle montré qu'elle était un service public? Alors, nous n'avons pas fait passer les salariés avant les clients. Les clients ont été protégés par le fait que nous avons changé notre organisation. Et il y avait un risque réel, les factrices et les facteurs me le disaient, que non seulement nos salariés soient contaminés, mais qu'ils contaminent les clients, puisque nous sommes la seule entreprise à aller au domicile des gens. Il faut le voir comme ça. Préserver ses salariés, protéger ses salariés, c'est permettre de servir les clients. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Par rapport à la première question qui a été posée, il n'y a pas d'opposition. Si vous voulez servir, il faut des gens pour servir, il faut protéger l'équipage, pour reprendre l'expression tout à l'heure. Je crois que en posant cette question, ça montre que je n'ai pas été assez clair sur le bouleversement que ça a représenté pour nous tous, pour toutes les entreprises. Des millions d'entreprises se sont arrêtées. Alors, quelle est la preuve de notre service public, madame? C'est simple. Nous avons, début avril, distribué à 1,5 million de Françaises et Français, les plus fragiles, les plus modestes, des prestations sociales sur la totalité du territoire. Vous n'en avez pas entendu parler, ce qui veut dire que ça a été une réussite. Nous l'avons refait au mois de mai et nous l'avons fait notamment pour la prime exceptionnelle de crise du gouvernement le 16 mai. Ça s'est passé sur la totalité du territoire. Je le rappelle, pardon d'y insister, pour 1,5 million de personnes. C'est la preuve. C'est la preuve. Nous n'avons jamais arrêté, madame. Jamais. Dans une semaine, la Poste ne s'est complètement arrêtée, même en rural. Et je veux présenter mes excuses, je l'ai déjà fait vis-à-vis des élus ruraux, mais des habitants des zones rurales. Quand le bureau de poste ou l'agence postale communale était fermée, le facteur a continué à passer. Alors seulement 3 jours pendant 3 semaines, c'est vrai, mais on était au pic de la crise. On était au pic de la crise pour tout le monde. C'est cette souplesse que nous avons montrée. Voilà.
Il n'y a pas d'opposition entre les salariés et les clients. Si les clients veulent être servis, il faut que les salariés soient protégés et soient en confiance. Et je crois que malgré leurs craintes, les factrices et les facteurs, ils sont comme vous et comme nous. Ils ont eu peur de cette pandémie. Eh bien, malgré ça, ils ont été sur le terrain. Je le rappelle, pendant toute la crise, 100 000 postières et postiers en contact avec la clientèle. Mais ce sont deux très bonnes questions. Alors, il y a deux internautes là enfin, au moins deux là, qui se demandent si cette crise va vous conduire à modifier l'organisation du travail à la Poste. La réponse est oui. Simplement, nous ne savons pas encore comment, pourquoi. Nous ne savons pas comment le courrier va remonter. Et nous ne savons pas si cette très forte croissance du colis va se maintenir aussi haut. Et c'est bien sûr de ces tendances économiques que dépendront les mesures que nous prendrons. Ce qui est certain, c'est que nous les prendrons dans le dialogue social avec toutes les fédérations syndicales de notre groupe. Le dialogue social a été intense pendant cette période et pour revenir au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril, que je vous recommande, le juge a dit que nous avions pris toutes les mesures de coordination, de dialogue, qu'il n'y avait pas besoin de créer une nouvelle instance. On le fera également cette fois, mais bien sûr, ça va nous bousculer comme ça bouscule toutes les grandes filières. Toutes les grandes filières industrielles et économiques sont bouleversées. Je pense par contre que la Poste va être un instrument de la relance de l'économie, notamment grâce au colis. Les entreprises, les petits commerces, les petits artisans vont faire plus appel au colis et grâce au colis vont retrouver, je pense, de la reprise et de la croissance économique. La Poste, qui est le leader de la logistique, sera à leur service. Elle l'est déjà, mais elle le sera également dans la période. Alors, un internaute vous demande quels sont les axes de développement pour les services à la personne? Alors, les services à la personne, c'est l'un des sujets les plus intéressants et d'ailleurs, comme souvent en France, l'un des sujets les plus controversés. Lorsque nous avons lancé les services à la personne en 2014, le chiffre d'affaires était simple, il était nul. Et l'année dernière, il a représenté presque 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, c'est trop faible par rapport aux 26 milliards de l'année dernière, mais c'est le début d'une orientation stratégique majeure. Simplement, il ne faut jamais oublier qu'il faut du temps pour créer des nouvelles activités. Il faut du temps. Et ce temps, c'est pas qu'il nous manque, mais il va être accéléré par la crise. Que nous dit la crise sur les besoins de la société? Les personnes âgées ont besoin qu'on vienne les voir. Venir les voir, pour maintenir le lien social. Nous avions l'intuition de cela avec Veiller sur mes parents. La santé, et notamment la santé à domicile, va devenir absolument essentielle. Et je me félicite de tous les moyens pour le service public de la santé. Eh bien, nous avons commencé à investir dans la santé et nous sommes à la fois partenaires dans cette crise de l'ARS de l'Île-de-France, de l'AP-HP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, de la chaîne de cliniques Elsan sur la totalité du territoire. Donc, ce que montre cette crise, qui a donné une priorité à l'humain sur l'économie, c'est que la proximité humaine qui est au cœur de l'expérience et des savoir-faire de la Poste va être importante dans les années à venir. À nous de savoir y répondre de la meilleure façon possible. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter en termes de chiffre d'affaires futur, les services à la personne? Parce que l'ensemble courrier-colis, ça représente plus d'une douzaine de milliards aujourd'hui. Donc évidemment, là, les 400 millions, ça reste relativement marginal. Donc est-ce que dans 10 ans,
cette activité pèsera plusieurs milliards et sera susceptible d'occuper vos 150 000 facteurs? Alors d'abord, il faut reprendre les chiffres. Il n'y a pas 150 000 facteurs, il y en a 75 000. Et puis, ce que j'espère, c'est que dans 10 ans, et c'est pour ça qu'on fait un plan à 10 ans, ça représentera plusieurs milliards. Vous n'en saurez pas plus. Vous n'en saurez pas plus pour une raison simple, c'est que je n'en sais pas plus. Ce que je vois dans cette crise, et nous nous le sommes dit à plusieurs reprises, c'est qu'il y a une transformation des priorités de la société, qu'il y a un besoin de proximité humaine qui est le métier de la Poste. À combien de milliards ça nous conduira, je ne le sais pas encore, mais très clairement, la proximité humaine et les services à la personne sont confirmés comme une grande priorité pour la Poste. D'accord. Une question de Thomas qui vous demande quel futur pour la Poste dans le secteur de la donnée? Merci Thomas de cette question. Nous avons montré, alors que nous sommes une entreprise de main-d'œuvre, alors que nous sommes une entreprise de contact, avec 100 000 postiers tous les jours au contact des gens, que nous étions également capables de gérer des données et du numérique. La Poste.fr a eu un succès considérable, considérable. Et nous sommes montés la semaine dernière à 35 millions de visiteurs uniques. Pourquoi? D'abord parce que les gens ont eu besoin de la Poste.fr pour trouver leur bureau de poste et pour avoir des renseignements. Deuxièmement, nous avons introduit des innovations. Le grand succès de cette crise pour le colis, c'est l'envoi du colis à partir de votre boîte aux lettres. À vous, Thomas. Partout en France, vous savez que si vous voulez envoyer un colis, vous tapez l'adresse, ça envoie un message à votre facteur, il vient le récupérer dans votre boîte aux lettres normalisée le lendemain matin. Ça a été multiplié par 3. Et on voit bien à quel point ça va reposer sur les données. Enfin, nous pensons que grâce à l'identité numérique de la Poste qui a reçu la première l'habilitation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la fameuse ANSSI, au mois de janvier dernier, nous voulons jouer un rôle de tiers de confiance de la donnée. Oui, bien sûr, c'est très important et comme vous avez confiance dans la Poste, vous aurez confiance dans votre factrice et votre facteur et vous aurez aussi confiance dans l'identité numérique et dans la façon dont la Poste gère vos données. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un très grand institut médical à Strasbourg qui s'appelle l'IRCAD, qui est dirigé par un professeur, le professeur Jacques Marescot, qui a choisi la Poste il y a plusieurs années pour entreposer ces données sur ses patients. Nous pensons que c'est bien conforme à notre rôle d'aujourd'hui. Nous sommes déjà le premier hébergeur de données de santé en France. Et Thomas, vous avez raison, c'est un métier indispensable qui est le pendant de la proximité humaine. Nous avons les factrices et les facteurs pour la proximité humaine et nous avons la confiance numérique pour accueillir les données des gens dans les années à venir. Je pense qu'ils auront plus confiance dans la Poste que dans certains GAFAM. Alors, il y a un certain Dominique Patebex qui se demande si la Poste n'exerce pas finalement trop de métiers. Donc, on en parlait, la banque, l'assurance, le transport, le service à la personne. Est-ce que cette organisation de plus en plus un peu conglomérale comme ça, c'est une forme d'assurance contre les crises futures? C'est exactement ce que vous dites. Notre stratégie est une Poste multimétier. Dans le monde, il y a d'autres postes multimétiers. La japonaise qui est très puissante, la Suisse qui est petite mais très solide et qui est qualifiée de la meilleure poste du monde. Et il y a deux autres modèles, une Poste essentiellement financière
C'est le cas de l'Italie et cette Poste marche bien, ou plutôt sa compagnie d'assurance vie, sa banque marche bien. Et puis il y a une Poste qui est uniquement logistique, qui n'est pas du tout dans la finance personnelle ni dans le service à la personne, qui est la Poste allemande. Il y a donc 3 modèles. Nous pensons que ce modèle multi-activité est, comme Philippe Escande, vous venez de le dire, plus stable. Il permet de résister aux crises. Il permet de compenser les difficultés des uns par la croissance des autres. Ce qui unifie tous ces métiers, ce n'est pas seulement l'histoire qui les a construits, c'est l'idée qu'ils reposent tous sur la proximité humaine et sur la confiance. Pour faire de la banque, pour être la banque citoyenne, ce qu'est la banque postale, il faut être proche des gens. Il faut être capable de distribuer, les seuls en France, 1,5 million de prestations sociales chaque mois. Pour être le numéro 2 aujourd'hui, et j'espère très vite le numéro 1 de la livraison du colis partout en Europe, eh bien, il faut que Géopost soit proche des gens, sache aller au domicile, pas seulement en France, mais à Londres, à Hambourg, en Italie, où nous sommes le leader de la distribution du colis grâce à notre alliance avec le groupe familial Bartolini. Et puis, les services à la personne, bien, c'est le domicile des gens, c'est la proximité. Et donc, ce qui est au cœur de ce modèle multi-activité, c'est proximité humaine et confiance. Facteur humain et facteur confiance. C'est ça la base de la Poste. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas un conglomérat. Un conglomérat, ce serait un ensemble de participations financières. Non, ce sont tous des métiers de proximité humaine. Et gérer les données, je reviens à la question de Thomas, gérer les données intimes des gens, leur résus sanguin, leur taux de cholestérol, les conserver, c'est de la proximité humaine, c'est de l'intimité numérique. Donc notre choix, c'est un modèle multi-activité. C'est un choix qui est massivement soutenu par les postières et les postiers. C'est un choix, je pense, qui est soutenu par nos clients qui ont confiance en nous. C'est un choix qui est soutenu par nos 2 actionnaires, la Caisse des dépôts et l'État. Mais c'est une très bonne question sur le modèle stratégique. Nous avons un modèle multimétier. Il nous paraît être le plus solide pour le temps long qui est celui des entreprises. Pour 2030, nous serons toujours multimétier ou multi-activité, comme vous l'avez dit. Oui, vas-y. Pardon, une petite question d'Isabelle qui vous demande quelle est votre position sur le télétravail après le 2 juin et après l'épidémie? On a vu que des grands patrons de la Big Tech prenaient des positions très radicales sur le télétravail. Vous, pour la Poste, mais de façon plus générale, pour les entreprises françaises, qu'est-ce que vous en pensez? La première chose, c'est que nous avons signé l'année dernière un accord très important sur le télétravail qui a été quasi unanime. Donc nous avons toujours pensé que le télétravail était quelque chose d'utile. Ensuite, dans cette crise, nous avons mis plusieurs dizaines de milliers de personnes. À la Poste, c'est toujours comme ça concerne toujours des milliers ou des dizaines de milliers de personnes en télétravail. Et nos postières et nos postiers en télétravail ont fait un très grand travail de soutien aux 100 000 postiers en contact avec le public. Nous sommes dans un déconfinement progressif et nous avons appelé progressivement au retour au travail sur site de manière partagée et bien sûr avec la contrainte très forte de la distance sociale. Pour le long terme, nous allons en discuter avec les syndicats et je pense que nous introduirons beaucoup de télétravail tout en gardant une présence et une communauté humaine qui interagit physiquement. Je ne crois pas, pour la Poste, je ne prends pas de décision pour d'autres, je ne crois pas pour la Poste à une entreprise complètement en télétravail. Je pense qu'elle ne serait pas assez efficace, qu'elle ne jouerait pas sur l'émotion et sur la proximité humaine, qu'elle ne nous permettrait pas d'être aussi créatifs que nous le sommes. Mais très clairement, le télétravail va être une donnée
stable de nos organisations de travail. Mais j'ai eu hâte de retrouver le COMEX de la Poste physiquement à partir du 11 mai, parce que pour créer, pour discuter, pour recruter, pour débattre, la présence humaine est quand même indispensable. N'oublions pas ça. La crise, ça montre la force du numérique, ça montre l'importance des interactions humaines. Nous restons, nous, les femmes, les hommes, les êtres humains, des créatures sociales. Nous avons besoin du contact avec les autres. Je le vois comme une force et pas du tout comme une faiblesse. C'est, pour moi, anthropologique. Nous interagissons bien et il faudra garder le télétravail quand il est efficace. Stéphane Rosès vous pose la question suivante. Bonjour Philippe Val, quelles sont vos intuitions et convictions sur les effets de la pandémie et du confinement sur les représentations sur les représentations à la fois en interne parmi le personnel et parmi les usagers de la Poste et les citoyens. Est-ce que cela vous amène à aménager votre projet stratégique? Merci à Stéphane Rosès pour cette question. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je le disais, notre plan stratégique, il est en 2030. Ce n'est pas simplement une projection économique et financière. Que sera la Poste en 2030? C'était déjà compliqué avant le Covid. Rassurez-vous, c'est encore plus compliqué après. Bien sûr, ça va changer les représentations. Ça va renforcer quand même, Stéphane Rosès, le rôle de proximité humaine et le rôle symbolique de la Poste. La Poste, c'est un fabricant de liens sociaux. C'est un fabricant d'interactions humaines. Et comme le disait Thomas tout à l'heure, c'est un tiers de confiance dans le monde numérique. Le Covid rend les choses plus compliquées pour la Poste. Le Covid rend la Poste plus nécessaire en 2030. C'est notre conviction. Plus nécessaire encore à cette société qui se définit. Alors, je voulais vous poser un petit peu en guise de conclusion, parce que nous arrivons au terme de cette discussion, la question du service public. Est-ce que finalement cette crise, elle vous a amené, vous, à revoir la notion même de service public traditionnel qui est, on peut définir à la Poste comme étant le 7 jours sur 7 des livraisons et la promesse de livraison d'une lettre dans les 2 jours. Mais finalement, un autre internaute pose une question qui revient aussi un peu à reposer cette question du service public. C'est Johan qui dit « Les entreprises de livraison privée ont continué de livrer à domicile tous les jours, même au pic de la crise. La Poste, non. Pourquoi ne pas avoir fait appel à des intérimaires pour le faire, pour combler l'absence des employés et garantir le service public et la satisfaction client ?» Alors, un service public, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, d'abord, pour répondre à Johan, il n'est pas exact, cher Johan, que des entreprises publiques aient livré tous les jours sur tout le territoire, des colis. Vous voyez, c'est des entreprises privées. Ce n'est pas exact. Vous l'avez vu à Paris, vous l'avez vu dans les grandes villes. Ce que fait la Poste est beaucoup plus compliqué. C'est de livrer les grandes villes, mais c'est de livrer les vallées alpines, la Bigorre, les îles. Et ça, les entreprises privées ne prennent pas du tout cette contrainte. Si la Poste a gagné des parts de marché pendant cette période, c'est aussi parce que certaines de ces entreprises privées se sont tout simplement arrêtées du jour au lendemain. Alors que nous avons maintenu le service. Donc, il faut faire attention dans ces généralisations. Le service public, je reviens à votre question Philippe Escande, c'est 3 principes qui sont renforcés, me semble-t-il, par cette crise. Ça a été un exercice concret du service public. 3 grands principes: l'accessibilité, la continuité
et l'adaptation, le fait qu'on peut modifier les choses. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 3 fois adapté notre organisation du travail. Pendant cette période, nous avons donc été adaptables. Nous sommes restés accessibles, pas comme avant, je le reconnais, Johan, pas comme avant. Mais nous ne le pouvions pas. Et nous avons assuré la continuité pendant la crise. Je veux le rappeler devant vous, les 3 jours de distribution ont duré 3 semaines. Ont duré 3 semaines. Et nous gagnons des parts de marché. Donc, le service public, je crois, il reste stable dans ses principes, Philippe Escande. Continuité, accession, adaptation. Le service public, il est renforcé par cette crise et les critiques comme les hurrahs ont montré le besoin de poste. Nous avons fait des erreurs, bien sûr, et j'en tire le fait que nous devons mieux encore travailler avec nos partenaires. Nous aurions dû avertir plus tôt les maires. Nous avons appelé nous-mêmes l'AMF. Nous avons, avant la distribution des prestations sociales, réuni 100 commissions départementales postales sur tout le territoire. Il aurait sans doute fallu le faire plus vite. Je pense que le service public est renforcé et les besoins essentiels de la population, c'est-à-dire la raison d'être du service public, apparaissent, ils sont nouveaux et c'est la raison pour laquelle le service public doit changer. La Poste a montré qu'elle savait répondre à tout ça. Donc je crois que la crise renforce le besoin de services publics et qu'il renforce pour la Poste, qui est au service des gens et de la société, la nécessité d'être souple, adaptable et inventive. Pour moi, le service public de demain, c'est le respect des 3 grands principes et c'est la souplesse d'adaptation, l'innovation qui écoute ce que les gens nous disent et ce dont les gens ont besoin, répondre aux besoins du grand public, de la multitude. C'est toujours la raison d'être de la Poste. Très bien. Eh bien, Philippe Val, merci beaucoup de nous avoir consacré. Merci à vous. Merci. Cette heure. Merci de ces questions très stimulantes, intéressantes. Voilà. Et je donne rendez-vous donc à tous nos amis du Club de l'économie du monde à la fin juin prochain. Merci à tous et bonne journée. Merci à toutes et merci à tous.